Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je reçois Antoine Blanchemaison, alias Antoine BM, sur Internet. Antoine propose des formations en ligne, il est créateur de contenu sur Internet. Il en a fait son métier, il est entrepreneur indépendant. Avec Antoine, on va parler de son parcours, de comment il en est arrivé à proposer des formations, à partir de quel moment on se sent légitime pour proposer ce genre de contenu et comment il travaille au quotidien en étant tout seul. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, arranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Antoine, comment ça va ? Salut Florian, ça va très bien. Ravi de t'accueillir dans ce podcast. Je t'avoue que je suis un petit peu intimidé. Ah bon ? Ouais. Tu vas te demander pourquoi. En fait, ça fait un moment que j'écoute tes podcasts. Ouais. Tu as 2 podcasts d'ailleurs, 2 différents. Ouais. Et tu crées aussi du contenu. Alors sur YouTube, tu envoies des mails tous les jours. Tu proposes plein de choses, dont des formations. J'en ai parlé un petit peu en intro. Est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, je m'appelle Antoine. Moi, je viens pas du monde des youtubeurs. Je viens pas non plus du monde des podcasteurs. Je viens du monde des marketeurs, qui est un monde un peu obscur, qui fait peur à beaucoup de gens. C'est en fait, on va dire, dans les années 2012, il y a des blogueurs qui ont importé un peu des États-Unis une méthode qui permet de gagner sa vie avec son blog et qui peut apporter tout ce qui peut faire rêver un adolescent de 17 ans que j'étais à l'époque, qui est la liberté, les voyages, le fait de ne pas avoir de patron. Et moi, c'était un truc qui me faisait vraiment rêver, c'était la liberté. Et du coup, j'ai commencé à créer mon blog. Pendant 3 ans, je l'ai fait vivoter un petit peu. J'ai développé un peu une audience. Puis en même temps, j'étais étudiant en école de commerce, donc j'étais pas vraiment à fond dessus. Et puis au bout de 3 ans, j'en ai eu marre. J'ai fait plusieurs expériences professionnelles qui m'ont déçu, surtout une en particulier, un stage chez un vendeur de piscine sur Internet. Et j'ai déjà entendu ça dans le podcast. podcast, c'est un peu ma story, tu vois. Bon, après, c'était peut-être pas si terrible que ça pour beaucoup de gens, mais moi, j'ai pas kiffé. Je me suis dit, j'ai pas envie de vivre ça tous les jours de ma vie. Et il faut absolument que je gagne ma vie par moi-même, d'une façon ou d'une autre. Et j'ai pris ce dans quoi j'étais le meilleur, c'est-à-dire la création de contenu. Et je me suis dit que j'allais créer un business autour de ça. Et j'ai quitté mes études, j'ai fait une année de césure. Et pendant cette année, j'ai en même temps voyagé à l'autre bout du monde. Je suis parti en Asie du Sud-Est, Malaisie, Sri Lanka, Thaïlande, Philippines, etc. Et j'ai lancé mon projet, j'ai commencé à faire une vidéo par jour, à raconter mon histoire et à commencer à gagner ma vie en vendant de la formation pour aider les gens à leur tour à vivre de leur contenu. Ok. Et alors, je vais revenir juste sur le fait que tu m'intimides. Pourquoi ? Parce que je te trouve hyper à l'aise à l'oral et moi, je suis incapable de formuler peut-être 3 phrases à la suite et de formuler une idée comme ça pendant 5 minutes. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que tu vas pouvoir faire une vidéo ou un podcast sans t'arrêter pendant 10 minutes et parler d'un sujet de A à Z. Et comment tu as commencé et comment tu as appris à parler avec autant de fluidité et à être à l'aise devant une caméra ou devant un micro. Ouais, alors un truc pour te désintimider, c'est d'aller voir mes toutes premières vidéos. Tu vois, c'est très efficace. Okay. Regarde, tu peux taper Antoine BM sur YouTube et ensuite taper ma toute première vidéo. J'ai fait, en fait, elle est plus en ligne, mais j'ai fait une vidéo où je réagis à cette vidéo. Si D'accord. Tu veux. Et en fait, au début, j'étais pas du tout à l'aise. Au début, comme j'étais pas à l'aise, je lisais un prompteur. Donc ma première vidéo, j'étais dans la cuisine de mes parents avec les photos de famille derrière, les casseroles, les machins. Ouais. J'avais empilé 3 casseroles pour poser ma caméra à côté de mon ordinateur avec un espèce de prompteur qui défilait trop vite ou trop lentement, je sais plus. Enfin, c'était catastrophique. Et après, j'ai compris que de toute façon, j'avais pas beaucoup d'audience. Et si je passais pour un con, c'était pas très grave, tu vois. Okay. Donc j'ai commencé à faire des vidéos, mais à faire des vidéos beaucoup plus lâchées. C'est-à-dire, je prenais ma petite caméra, c'était une petite caméra de vlog, le Canon G7X, et je sortais dans la rue, et puis je me filmais dans la rue en train de raconter des histoires. Souvent, il y avait beaucoup de conneries dans mes histoires, mais il y avait pas beaucoup de gens qui les regardaient, et puis les gens qui les regardaient, ça leur plaisait bien. Donc j'ai continué à le faire, j'ai publié comme ça peut-être plus 700 ou 800 vidéos comme ça sur YouTube. Ensuite, j'ai fait des podcasts, j'ai dû en faire 200 aussi, et donc au bout d'un moment, quand t'as fait 1000 contenus comme ça, en improvisation quasiment, c'est-à-dire que j'avais un plan, mais j'ai plus jamais lu de texte ou de prompteur, forcément tu t'améliores, t'as pas le choix en fait, tu peux pas faire 1000 contenus et être toujours nul au bout du 1000e, c'est pas possible, tu vois, je pense. Donc je pense que simplement c'est beaucoup d'entraînement et c'est aussi la prise de décision si tu veux, de tout donner, de travailler dans les conditions du direct. C'est un truc que peu de youtubeurs font parce que beaucoup de youtubeurs se rassurent en disant il y a le montage derrière. Ouais. Donc si je me plante, si je fais des pauses, il y a le montage. Sauf que moi je déteste le montage, tu vois. Moi je suis un gros flemmard, j'aime pas passer 4 heures sur le montage et du coup je fais en sorte d'avoir le moins de montage à faire possible. Okay. Et du coup j'essaie de pas me planter. Si je me plante, tant pis, tu vois, je laisse passer, je continue et puis voilà, et puis c'est pas très grave. Et donc ça fait que mes vidéos elles sont pas ultra chiadées, ultra jolies, mais ça fait aussi que je passe pas beaucoup de temps sur le montage et surtout ça fait que ça m'a entraîné évidemment à parler à l'oral, quoi. Ok, et tu peux produire beaucoup plus vite, du coup tu peux créer du
contenu tous les jours, c'est ça. tu passes pas 3 heures ou 4 heures au montage, tu peux le publier en une heure. Pour moi, j'ai vraiment une optique... comment dire, moi le fond m'intéresse plus, c'est-à-dire ce qui m'intéresse vraiment c'est le discours. Voilà. Ouais. Dans un contenu, ce qui m'intéresse le plus c'est le discours, c'est pas l'image, c'est pas la qualité des plans, c'est vraiment le discours. C'est qu'est-ce que tu racontes, quelle idée tu fais passer. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que dans mon activité, le discours ait une place centrale et la technique soit secondaire. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des appareils super qui permettent de ne pas avoir trop à s'embêter avec la technique comparée à il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Quoi. Ok, tu as d'ailleurs fait récemment une vidéo sur le tout dernier iPhone où tu prends l'exemple et tu dis qu'on n'a pas forcément besoin de s'acheter une caméra énorme avec plein d'objectifs. On peut avoir dans sa poche, justement, un iPhone ou un smartphone avec plusieurs objectifs, multiplier les valeurs de plan, créer du contenu et rajouter à la limite un petit micro. Et c'est réglé, on peut produire quelque chose de cool et apporter une valeur ajoutée aux gens en diffusant ces vidéos-là. Donc c'est assez intéressant. Moi j'adore comme ça ces outils polyvalents que tu peux emmener partout, qui permettent de faire beaucoup de choses. Évidemment, tu n'auras pas une aussi bonne qualité qu'avec un réflexe ou même avec un petit compact réflexe comme le Sony Ericsson ou le Canon G7X. Mais pour un appareil que tu as toujours sur toi dans la poche, c'est qu'on atteint quand même un niveau extraordinaire, je trouve. Ouais, ok. Alors, il y a des thèmes qui t'attirent particulièrement, tu l'as dit, il y a le marketing, un peu la tech, même si tu n'es pas forcément ultra technique, mais ça t'intéresse quand même. Je pense à tous les produits Apple, je suis un gros Apple addict, j'assume. Est-ce que ça date depuis toujours, depuis que tu es petit, tu es fan de ces produits-là, en parlant d'Apple, ou alors du marketing en général, ou alors ça s'est développé plus tard avec tes études et en démarrant cette activité? Ouais, bonne question. Moi, j'ai toujours été attiré naturellement par les ordinateurs, par les trucs un peu futuristes. Ouais. Et quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un ordinateur. Mon premier ordinateur, je crois que c'était un netbook. Donc, t'imagines l'horreur. Et donc, c'est bien parce que quand tu commences par avoir un netbook, ta marge de progression est belle. Tu vois, tu vas avoir beaucoup de choses qui vont te faire plaisir après dans la vie. Tu vois. Okay. Et j'ai commencé avec ce netbook, mais j'étais déjà fasciné. En fait, je passais la moitié de ma journée dessus. Je faisais plein de trucs. J'adorais Internet surtout et tout ce que tu pouvais faire avec. Ouais. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, j'ai jamais été un geek du matériel. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment je me suis jamais intéressé à ce qu'il y avait dans mon ordinateur. Je me suis jamais intéressé au code non plus. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est les usages. Ouais. Ça, c'est un truc qui me fascine. Ce que tu peux faire avec un ordinateur, ce que tu peux faire avec un smartphone, ce que tu peux faire avec Internet. Et donc, j'ai toujours été intéressé par ça, évidemment. Et après, je suis tombé amoureux quand j'ai eu mon premier iPod Touch. Ça devait être il y a 10 ans, probablement. Et je suis tombé amoureux complètement de cette marque-là, d'Apple, en me disant, eux, ils savent vraiment faire des produits qui sont pour les créateurs, qui sont pour les gens qui ont envie de faire des trucs. Ils s'embêtent pas. Comment dire ils se contentent pas d'écouter le marché et de faire ce que le marché veut. Ils essayent vraiment de faire des produits avec le cœur. Tu as des produits qu'ils aiment. Moi, c'est des produits émotionnels, je trouve, les produits Apple. Donc, je suis tombé amoureux de cette marque. Maintenant, j'ai tous les produits Apple possibles et inimaginables. J'ai les Mac, les iPads, les Apple Watch, l'iPhone, les AirPods, les HomePod. Cite-moi un produit Apple que j'ai pas, à part les Mac fixes. Et j'ai tout. Et c'est un gros budget pour moi. Ouais, tu m'étonnes parce qu'il y a énormément de produits Apple et ils sont pas forcément donnés. Alors bon, le prix peut être justifié par plein d'aspects par rapport à son travail, etc. Donc ça se rentabilise. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste un coût quand même et du coup c'est pas forcément bon pour ton portefeuille, on va dire. Ouais, c'est ça. Moi je le vois. Moi si tu veux c'est un outil de travail et j'aime travailler avec de bons outils. Ouais. Et j'ai le sentiment, peut-être que c'est n'importe quoi, mais j'ai le sentiment que ça me permet de travailler mieux, de produire plus et d'augmenter mes résultats. Donc dans ma tête, c'est comme ça que je me le dis, c'est rentable. Et la deuxième chose, c'est que j'achète des actions Apple aussi. Okay. Et je me dis, un jour, je récupérerai tout l'argent que j'ai dépensé grâce aux bénéfices de l'action, tu vois. Okay. Donc j'ai ma petite stratégie pour que ça me coûte rien. Mais bon, pour l'instant, je suis pas encore devenu faut attendre quelques années encore. Ouais, encore okay. Par rapport à la création de contenu, donc tu disais ta spécialité et ce que tu adores faire, c'est créer du contenu. Comment on trouve l'inspiration pour créer du contenu ? Comment tu fais ? Moi, je suis très centré sur moi-même comme personne. Okay. Égocentrique. Égocentrique, exactement. Et en fait, je trouve beaucoup d'inspiration dans ma propre vie, dans mes propres besoins. Okay. La plupart des produits que je fais ou des contenus que je fais, c'est des contenus que j'aurais aimé avoir il y a quelques années quand je me suis lancé. C'est des contenus que je fais pour moi, en fait, des choses qui m'intéressent moi. Et je me dis, par exemple, si je fais une formation, je me dis, cette formation, si quelqu'un d'autre l'avait faite, je l'aurais acheté direct. C'est vraiment la formation de mes rêves. Okay. Je sais que si je la sors, les mecs qui vont me suivre vont l'acheter. Parce que l'avantage de faire du contenu en pensant à toi, c'est que tu t'attires des gens forcément qui pensent comme toi et qui te ressemblent. Et ça a plusieurs avantages. C'est beaucoup plus facile de créer du contenu qui plaît à ces gens-là parce que tu sais ce qui te plaît à toi, donc tu sais ce qui leur plaît à eux.
Et ensuite, quand tu rencontres ces gens-là en vrai, parce que tu as l'occasion de le faire via des rencontres abonnées, etc., tu passes toujours un super moment et tu peux te faire vraiment des très très bons amis parce que voilà, c'est des gens qui pensent un peu comme toi et qui ont les mêmes choses un peu dans leur tête toute la journée. Donc moi, je fais du contenu vraiment basé sur mon expérience, basé sur un peu, je sais pas, mon instinct, je sais pas si c'est vraiment ça, mais je travaille beaucoup au feeling, je travaille beaucoup à l'instinct, je travaille beaucoup avec le cœur, avec ce qui occupe mon cerveau en ce moment. Tu sais, on a souvent des lubies, des choses, je sais pas, là c'était l'iPhone parce qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, donc je me dis il faut que je fasse un contenu là-dessus. La semaine d'avant, je sais pas, c'est l'expression orale, c'est un truc en ce moment, j'essaie de m'améliorer là-dessus, donc je vais faire un contenu là-dessus, tu vois. D'accord. Donc j'essaye de suivre ce qu'il y a dans ma tête, et puis bien sûr, de poser des questions à mon audience, de faire des sondages, de voir ce dont ont besoin les gens, quels sont leurs problèmes. Partir des problèmes des gens, c'est une manière beaucoup plus efficace, je pense, de trouver des bonnes idées de contenu plutôt que de partir simplement de sujets. Parce que souvent, c'est les gens s'en foutent un peu de ton sujet. Ce qui les intéresse, c'est de résoudre leurs problèmes. Donc quand tu crées un contenu qui s'adresse à leurs problèmes, ils vont se sentir immédiatement concernés. Et ça va faire de la vue, puis ça va faire de la rétention sur ta vidéo, quoi. Donc ça peut bien marcher. Mais alors là, on part du principe que tu as déjà une audience qui t'écoute pour potentiellement acheter ensuite tes formations. Comment on fait quand on démarre, qu'on n'a pas d'audience ? Ouais, alors il y a plein de techniques, hein. Il y en a qui font de la pub sur Facebook, etc. Ceux qui ont vraiment une optique business, ils peuvent investir un peu d'argent. Maintenant, moi, c'est pas ce que j'ai fait, c'est pas ce que je conseille. Moi, je suis vraiment... Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le contenu, comme tu l'as dit, et moi, ma stratégie, ça a été le contenu quotidien. Moi, ça a cartonné, en fait. Pendant des années, j'ai posté un article de blog de temps en temps, ça marchait moyen. Et du jour au lendemain, je me suis mis à faire une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube et ça a explosé. C'est-à-dire que je suis passé de 0 à 50 000, puis à 100 000 abonnés en 2 ans. Bon, alors maintenant, à l'échelle de YouTube, c'est pas énorme, il y en a qui vont beaucoup plus vite que ça. Mais vu la niche dans laquelle je suis, c'est quand même pas mal. Ouais. Et surtout, voilà, ça apporte plein de choses. C'est-à-dire que ça te permet déjà de devenir bon très vite. Ça te permet d'attirer évidemment une audience, parce que quand tu fais une vidéo tous les jours, au bout d'un an, tu as 365 vidéos. Sur 365 vidéos, il faut vraiment quand même être pas doué pour qu'il n'y en ait pas au moins une qui marche, tu vois, au moins une qui marche un petit peu. C'est plus facile quand on fait 365 que quand on fait 3, tu vois. Ouais. Et puis, en plus, tu crées une relation aussi avec ton audience qui est beaucoup plus fort. C'est comme une série, tu vois, quotidienne. Regarde Plus belle la vie, ça fait 15 ans que ça existe. Pourquoi ? Parce que c'est là tous les jours et que les gens, ça fait partie de leur vie, en fait. Quand tu es là tous les jours, t'entres dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'ils ancrent des habitudes à toi. Par exemple, moi, je sais pas, une fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail pour me dire, c'était une meuf, elle m'a dit, ouais, moi et mon copain, tous les matins au petit-déj, on lit ton mail avec impatience, puis après on en parle. Et en fait, ça me plaît d'imaginer cette scène-là où ils sont tous les deux devant le petit-déj en train de lire mon mail, ou tu vois, les gens qui sont dans la voiture, qui écoutent ton podcast, etc. Le fait d'être là tous les jours, les gens, ils ancrent souvent ton contenu à une habitude quotidienne, et donc tu fais complètement partie de leur vie, quoi. Ok. Donc la régularité, c'est vraiment un des conseils principaux que tu peux donner pour tous ceux qui veulent essayer de se lancer. C'est ce qui a marché pour moi. C'est ce qui a marché pour moi. Après, il y en a d'autres qui ont réussi autrement, donc il faut leur poser la question. Okay. Moi, je sais ce qui marche pour moi. Mais ça revient souvent, ce conseil-là, dans tous les cas, cette récurrence, cette habitude que tu peux créer auprès des gens, elle est quand même assez importante, donc je pense que ça reste un conseil hyper pertinent. Après, l'autre question que j'avais par rapport aux formations, par rapport au contenu que tu peux créer, t'adresser à des gens, à quel moment tu penses être légitime lorsque tu proposes une formation ? Ouais, c'est la grosse question, en fait. Beaucoup de gens, et moi le premier, surtout quand j'ai débuté, on se dit qui je suis pour vendre des produits. Ouais. Surtout pour faire payer les gens, en fait. Tu vois, entre donner des conseils gratuitement sur YouTube, ça va. Ouais. Mais à partir du moment où les gens doivent payer, je sais pas, 20, 30, 50, 100 euros pour tes conseils, là tu te dis, mais attends, je suis qui pour faire ça ? Et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que les meilleures formations, c'était souvent pas les formations créées par les experts qui sont là depuis longtemps. Parce que le gros problème quand tu as une expertise vraiment, enfin que ça fait 10 ans que tu fais la même chose, c'est que tu sais plus ce que c'est qu'être débutant. T'as oublié en fait. Et moi je commence j'essaye toujours de me remettre dans les pompes des débutants, mais je commence à atteindre dans certains domaines ce stade où j'ai oublié ce que c'est qu'être débutant. Parce que ça fait trop longtemps que je le suis plus. Et quand on a oublié ce que c'est qu'être débutant, c'est très compliqué de parler aux débutants, donc ça va être compliqué de créer une formation qui va les aider, et ça va être compliqué de la vendre, parce qu'on va pas trouver les bons mots. Et quelqu'un qui, je sais pas, t'as découvert un nouveau sujet, ça fait 6 mois que tu bosses dessus, en 6 mois t'as appris énormément de choses. C'est toujours au début qu'on apprend le plus, tu vois. Au début, tu passes de 0 à 1, c'est énorme, tu vois. Et t'as encore tout ça dans la tête, et tu te souviens encore du moment où tu galérais, et tu te souviens qu'est-ce qui t'a débloqué. Et souvent, ces formations, si tu fais une formation sur un truc que tu as découvert il y a 6 mois, ta formation, elle sera bien meilleure et elle va bien mieux se vendre qu'une formation sur un truc que tu as découvert il y a 20 ans. Pourquoi ? Parce que voilà, on est dans ce paradigme où on sait encore ce que c'est qu'être débutant, et puis on vient de comprendre des choses, donc on va savoir les expliquer. Et tu vas autant aider les gens qu'un expert, tu vas même pouvoir plus les aider, parce que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à l'expertise. Un exemple que je prends souvent, c'est les profs.
Je sais pas si tu te souviens de tes profs, on a tous eu des bons profs, des profs moins bons. Ouais. Moi, j'ai eu des profs qui avaient l'agrégation, qui étaient anciens, qui étaient censés être experts dans leur domaine, qui étaient pas bons. Parce qu'ils n'étaient pas intéressants, parce que c'était difficile de rester, de garder l'attention. Il y avait des profs qui nous faisaient recopier, qui nous faisaient gratter du texte pendant 3 heures, alors que c'était des experts dans leur thématique. Et puis il y avait des profs qui étaient moins experts, mais on s'en fout en fait, parce que le gars il montait sur la table pour faire Napoléon et qu'on était à fond, on vivait le cours en fait. La principale qualité d'un prof, c'est pas l'expertise, c'est la pédagogie. Et je pense que c'est pareil pour un formateur, ou pour quelqu'un qui donne des conseils sur Internet, tu le vois bien, ceux qui décollent sur YouTube, c'est pas les plus grands experts, c'est ceux qui arrivent à faire le plus d'infotainment, ceux qui arrivent à le plus intéresser les gens, ceux qui arrivent à être le plus pédagogue en fait. Okay. Donc c'est ça la qualité principale, et la seule façon de le faire, de devenir bon en pédagogie, c'est de former en fait. Donc on peut commencer, si on veut pas directement faire des formations, on peut commencer par faire du coaching privé, même faire du coaching gratuit, pourquoi pas, juste pour se tester, voir si on y arrive. Et puis si ça marche, si les gens qu'on a coachés nous disent merci beaucoup, tu m'as aidé à débloquer quelque chose, bah déjà ça nous aide mentalement à se dire ok, si j'ai aidé une personne, je peux en aider 2, je peux en aider 10, je peux en aider 100. Ok. Donc à la limite, ce qu'on peut commencer par faire, c'est créer, on va dire, du contenu gratuit par exemple sur YouTube pour donner des conseils donc gratuitement aux gens. Ça permet, 1, pour soi de s'entraîner, 2, d'aider les gens et d'avoir des premiers retours. Et ensuite, une fois qu'on s'est entraîné, qu'on a fait tout ça, proposer du contenu potentiellement payant avec des formations. Et tu auras déjà une base de personnes qui seront habituées à te voir, à t'écouter et à apprendre grâce à toi. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu t'es inspiré de certaines personnes qui font des formations, qui proposent du contenu sur Internet pour créer toi après ton contenu? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai découvert ce monde-là donc en 2012, à l'époque où il y avait plusieurs blogueurs qui le faisaient. Et notamment, il y en a un, moi, qui m'a beaucoup formé là-dessus, qui a fait des centaines de formations sur le web marketing, sur la vente, sur la création de produits, sur la création de contenu, etc., qui s'appelle Jean Rivière, qui n'est pas du tout connu dans le monde des youtubeurs, parce que c'est un petit youtubeur, mais c'est quelqu'un d'assez connu dans le monde du marketing et qui est très très bon là-dedans, que je peux conseiller. Ok, je mettrai son lien en description si... Ouais. S'appelle sa chaîne YouTube s'appelle Marketing Naturel. D'accord, ok, super. Autre question, j'ai entendu de sources sûres que tu étais assez minimaliste. Qu'est-ce que tu considères comme comment tu définis le minimalisme et comment toi tu es au quotidien par rapport à ça? Est-ce que tu limites les produits tech que tu as chez toi? Apparemment non, avec tous les produits Apple. Est-ce que tu vis sans canapé, avec une seule chaise et 3 couverts? Comment tu vis en mode minimaliste? Non, chez moi c'est pas du tout minimaliste déjà. Moi j'ai appris le minimalisme de manière très pratique en voyageant. Quand j'ai fait mon premier grand voyage tout seul au Sri Lanka, je suis parti avec le gros sac de voyage, le gros sac de rando là, de ma mère, que ma mère m'avait filé, qui faisait genre 2 fois mon poids et 3 fois ma taille, et ça m'a en fait empoisonné la vie. C'est-à-dire que moi j'aimais bien voyager genre tous les jours, quasiment changer d'endroit, et en fait devoir me trimballer ce gros truc en sachant que j'utilisais même pas 10% des affaires qu'il y avait dedans, c'était vraiment un truc pesant pour moi. Ouais. Et enfin au sens propre comme figuré. Et en fait au bout de 2 mois je suis allé chez un pote là qui était en Asie, en Thaïlande, et je lui ai laissé Jean Rivière justement, je lui ai laissé mon sac, et je me suis acheté un petit sac cabine, tu vois, et je l'ai transporté partout avec moi et c'était beaucoup mieux. Et ensuite j'ai eu une obsession, ça a été de toujours avoir un sac le plus léger possible. Et mon dernier voyage que j'ai fait comme ça en solo, je suis parti avec un petit sac à dos, mais vraiment un petit sac de ville, qui faisait genre 2 ou 3 kilos, tu vois, vraiment 3 fois rien. C'est-à-dire que même pour un sac de boulot, ça fait pas lourd. Okay. Dedans, j'avais un iPad, un change de vêtements. Tous les soirs, je faisais ma petite lessive dans le lavabo. D'accord. Tu fais sécher le truc pendant la nuit, le lendemain, tu le remets. 2-3 adaptateurs, un appareil photo, et puis c'était fini. Et c'est un truc qu'il faut essayer quand on aime la liberté, parce qu'en termes de sensation de liberté, c'est immense. Donc moi, c'est comme ça que j'ai appris le minimalisme. Et ensuite, ce que j'ai retenu de ça, et c'est aussi pour ça que j'aime les produits Apple, c'est que Apple, ils font pas 50 000 produits non plus. Ils font quelques produits, c'est des produits de qualité, c'est des produits chers, mais il n'y en a pas beaucoup. Et pour moi, c'est ça le minimalisme. C'est pas vivre comme un, tu vois, c'est pas vivre comme un punk à chien sous un pont avec 3 fois rien, tu vois. Moi, c'est pas ma vision en tout cas du minimalisme. Pour moi, ma vision du minimalisme, c'est avoir peu, mais avoir le meilleur. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir, je sais pas, justement, moi, ça que j'aime dans l'iPhone, c'est qu'au lieu d'avoir besoin d'une caméra, d'un appareil photo, d'un baladeur vidéo, d'un téléphone, t'as un produit qui fait tout plutôt bien, voire très bien. Et pour moi, ça, c'est génial, en fait. C'est de réussir à avoir un produit qui fait l'équivalent de 10, qui fait de manière excellente. De réussir à limiter les câbles, à limiter les prises, les branchements. Moi, j'ai envie que tout soit en USB-C, j'en ai ras-le-bol de ce truc-là, de devoir changer tout le temps de câbles. Et j'aime la simplicité, en fait. C'est plus la simplicité que le minimalisme, du fait que j'ai quand même pas mal d'affaires chez moi. Mais j'aime bien le fait de pouvoir me dire, je peux, si j'en ai besoin, partir à l'autre bout du monde et vivre avec vraiment 3 fois rien
et avoir tout ce dont j'ai besoin, pouvoir piloter mon business à distance, pouvoir continuer à créer du contenu, pouvoir continuer à garder mes habitudes, si tu veux, et mon confort. Ok. Un des autres avantages du minimalisme, quand on possède moins ou qu'on a, par exemple, comme tu le disais, un iPad ou un iPhone comme unique objet pour créer du contenu, par exemple, c'est qu'on est aussi peut-être plus productif parce qu'on n'a pas à chercher 36 fois dans son sac le petit truc qu'on a oublié, changer l'objectif ou rajouter un micro, etc. Est-ce que tu as des petites astuces, des conseils pour être plus productif, alors que ce soit avec les produits iOS ou pas d'ailleurs? Comment tu travailles? Quelle est ta façon de travailler? Ouais, c'est aussi une obsession que j'ai, c'est que j'ai disons que j'ai un problème un peu avec le travail, avec les mecs surtout ou les filles qui disent qu'il faut travailler dur pour réussir. Ouais. Je suis peut-être le seul à dire ça, tu vois, et à chaque fois je m'en prends plein la gueule, mais je pense que c'est un mauvais conseil de dire aux gens qu'il faut travailler dur pour réussir. Surtout que les gens qui le disent souvent sont des gens qui ont fait beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas voir Brad Pitt et Brad Pitt te dit moi j'ai juste travaillé dur et c'est comme ça que je suis devenu Brad Pitt. Non, t'as aussi eu du talent, t'es beau gosse, enfin t'as plein d'autres choses en fait qui viennent jouer dans le fait que t'es devenu Brad Pitt. Et le fait de travailler dur, c'est probablement qu'il a travaillé dur, je veux pas le nier, mais c'est un truc en plus, c'est pas la base, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dur. Je pense que le chinois moyen il travaille plus dur que toi et moi. Et pourtant, il n'a pas forcément des résultats aussi importants. Donc je pense que le travail dur, le problème de donner ce conseil-là, c'est ça fait une armée de gens qui pensent qu'il suffit de travailler dur pour réussir, qu'il suffit de travailler dur pour réussir son projet. Et je pense que c'est une erreur, parce qu'il y a plein de techniques en fait pour en faire plus en travaillant moins. Moi, je suis pas un gros bosseur, je suis quelqu'un de plutôt paresseux, et donc j'ai été obligé, si tu veux, j'ai été contraint par ma nature d'inventer des systèmes et d'utiliser des systèmes qui me permettent d'en faire plus avec moi. Je suis un des seuls créateurs de contenu que je connais qui fait du contenu sur une base quotidienne ou quasiment quotidienne, et pourtant je pense être un de ceux qui travaillent le moins. Et la raison, c'est parce que j'ai éliminé tout le reste. Par exemple, dans ma boîte, c'est pas moi qui m'occupe de la compta, c'est pas moi qui m'occupe du support client, c'est pas moi qui m'occupe de l'administratif, c'est pas moi qui m'occupe des problèmes à gérer, c'est pas moi qui m'occupe de la technique, j'utilise que des plateformes. J'ai un assistant, enfin un bras droit qui s'occupe de quasiment tout le reste. Et moi, je fais que du contenu. C'est-à-dire que la seule chose que je fais, c'est le matin, je vais au café, j'écris mon mail, en 1 heure, c'est plié, je rentre chez moi, normalement, ma journée, elle est terminée. Parfois, je fais d'autres choses après, puis je me forme un peu, je lis, je regarde des vidéos, etc. Ma journée, elle est terminée. Et pareil, quand je fais une formation, beaucoup de gens pensent qu'il faut 3 semaines pour faire une formation. Moi, ça prend une demi-journée, tu vois, ou une journée au plus tard, au plus, mais c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que j'en ai fait beaucoup et parce que j'ai optimisé le temps. Parce que je fais pas des PDF avec des petites fleurs et des trucs. Je m'en fiche si c'est pas nickel. Ce qui compte, c'est que le message passe et c'est que ça aide les gens. Ce qui compte, c'est le résultat, en fait. Moi, j'ai vraiment une obsession pour ça. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est pas forcément la forme, c'est le résultat. Alors, évidemment, on peut être perfectionniste. Et je pense qu'on est nombreux à être un peu comme ça, à vouloir que ce soit beau, parce que c'est notre bébé, on veut que ce soit parfait. Et la solution à ce problème, à ce handicap du perfectionnisme, c'est encore une fois de créer beaucoup, de sortir beaucoup de choses. Parce que tu peux pas faire beaucoup et faire tout parfaitement. Donc quand tu fais beaucoup, au bout d'un moment, tu dis bon bah allez fuck si c'est pas parfait, je le sors quand même. Et puis le lendemain, je fais le suivant. Moi j'aime bien un peu l'idée du boulanger qui travaille pour le lendemain. C'est-à-dire que le boulanger, il est pas là en train de taper la discute avec les clients, il est en train de fabriquer son pain pour le lendemain. Et quand tu fais par exemple du contenu quotidien, t'es pas là en train de regarder les commentaires et de répondre et de vérifier que tout est parfait et tout. Ta vidéo elle est sortie, t'es déjà en train de préparer celle du lendemain, t'es dans le rush en fait, t'as toujours un temps d'avance. Et moi j'aime bien cette façon de travailler et du coup ouais forcément t'es plus productif, t'es plus efficace quand tu fais ça. Ok. Et du coup concrètement quelles applications ou quels logiciels tu peux donner en exemple pour améliorer sa productivité, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone? T'as plein de trucs pour les créateurs de contenu. Un des logiciels les plus connus et les mieux pour ça, c'est Zapier ou IFTTT, mais Zapier encore mieux et plus professionnel. Avec Zapier, tu peux faire beaucoup de choses. Par exemple, quand tu gères des listes email, quand une personne achète un produit, elle sera ajoutée à telle liste email. Quand une vidéo est publiée sur YouTube, elle va être automatiquement repostée sur Facebook, etc. T'as un autre outil qui est très peu connu des créateurs de contenu, en tout cas qui n'est pas connu pour les bonnes raisons, c'est Auphonic. C'est un outil qui permet de faire, en fait, qui est vendu comme un outil qui améliore le son de tes audios. Okay. Sauf qu'en fait, on s'en fout, il fait un truc qui est 10 fois mieux que ça, mais qui dit même pas dans la description, c'est que c'est un outil qui permet de poster par exemple un podcast ou une vidéo YouTube sur toutes les plateformes en même temps. Et moi j'ai utilisé pendant des années quand j'ai fait des podcasts, en fait tu uploads ton podcast dessus, tu mets un titre, une description, tu peux même mettre des presets et tout, donc t'as juste à remplir les blancs. T'appuies sur un bouton et il t'envoie ton podcast en sauvegarde sur Google Drive, il te l'envoie sur iTunes, sur SoundCloud, sur toutes les plateformes, il te l'envoie sur YouTube avec une waveform, tu vois, donc avec une sorte de vague en fait dessus, il te l'envoie sur Facebook en vidéo et il te l'envoie en fait absolument où tu veux. Okay. Et c'est lui qui s'occupe de la conversion, tout ça, puis en plus il t'améliore le son, tu vois, mais on s'en fout, enfin surtout il te fait ça, c'est ça qui est génial. C'est des détails, ils ont accès là-dessus, mais c'est un détail. Ils ont accès tout là-dessus. Okay.
Alors que ce qui compte vraiment, c'est qu'il te fait économiser des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures par mois. Et ça, on se rend pas compte. Ce genre d'outil, ça peut changer la vie. Donc Zapier, Auphonic. Je conseille aussi aux créateurs de contenu, quand ils commencent à gagner un peu d'argent, de prendre un assistant, parce que ça change tout en termes de liberté d'esprit, de tranquillité, de prendre quelqu'un qui s'occupe de toutes les petites tâches secondaires, en fait toutes les tâches répétitives, qui peut même lui-même gérer son équipe à son tour. Et ça, alors je reviens sur ça, juste 2 petites secondes. Ouais. Le truc principal, alors que ce soit moi en perso ou je vois d'autres gens qui m'en parlent, mais au départ, quand on est indépendant, on se dit, prendre quelqu'un pour faire un travail qu'on pourrait faire nous-mêmes, on le voit comme une dépense d'argent. Bien sûr. Et on pense pas tout de suite à ce que ça va nous faire gagner comme temps et la rentabilité que ça va nous apporter. Comment tu l'as vu la première fois que tu t'es dit, il faut que je prenne quelqu'un, que je dépense l'argent pour rémunérer cette personne, évidemment, pour son travail. Est-ce que tu l'as pas vu juste comme une perte d'argent ? Comment t'as apprécié cette chose-là ? Ouais, bah moi, comme tout le monde, j'ai mis beaucoup de temps avant de le faire. J'ai beaucoup hésité. Puis j'avais peur de m'engager avec quelqu'un de pas fiable. Je savais pas comment faire. Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui est super pour faire ça. Mais c'est vrai qu'en fait, je comprends tout à fait le raisonnement des gens qui est j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que j'ai le temps dans une journée pour faire toutes ces tâches secondaires. Donc pourquoi est-ce que je dépenserais ce coût-là qui est pas forcément nécessaire ? Et en fait, il faut pas voir les choses comme ça parce que quand tu es créateur de contenu, le cœur de ton travail, le cœur de la valeur que tu apportes, il n'est pas dans la maintenance, il n'est pas dans la gestion, il est dans les idées. Il est dans les idées que tu développes, que tu partages, les méthodes, etc., ce que tu publies en fait. Et quand on passe la moitié de sa journée, je sais pas, à répondre à des mails, à gérer des problèmes techniques, à gérer la couleur du bouton de son site web, etc., quand on passe sa journée à faire ces petites tâches, c'est très difficile après de se concentrer sur la partie du cerveau qui gère la créativité. À moins de le faire en début de journée et de faire ensuite le reste, c'est quand même assez difficile. Et plus tu te laisses du temps en fait pour le contenu pur, plus tu vas allouer ce temps au contenu. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer plus de contenu, donc augmenter ton chiffre d'affaires si tu gagnes ta vie grâce à ça. Tu vas pouvoir aussi passer plus de temps à te former. Souvent, les youtubeurs ou les créateurs de contenu qui ont vraiment une avance sur les autres en termes d'idées, c'est ceux qui lisent beaucoup. Ceux qui lisent notamment des bouquins qui n'ont pas encore été traduits en français, qui ne sont pas encore populaires en français, qui peuvent toujours arriver avec une longueur d'avance. Donc il faut voir que tout ce temps que tu économises sur les tâches secondaires, tu peux les mettre sur les tâches principales, les tâches que j'appelle les tâches à forte valeur en fait, qui vont apporter beaucoup de valeur dans ton activité. Donc il ne faut pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement, comme un coût dans ta boîte. Chaque boîte a des coûts et des bénéfices, mais tu ne peux pas faire de bénéfices s'il n'y a pas de coûts, quoi. Ok. Et alors, par rapport au fait d'être indépendant, souvent, alors là, tu travailles avec une personne en particulier, mais au départ, tu as été pendant un long moment tout seul, j'imagine. Comment on trouve la motivation de se lever tous les matins et de bosser alors qu'on est tout seul, qu'on n'a personne à côté de nous ou au-dessus de nous qui nous dit allez, de telle heure à telle heure tu bosses ou tu te concentres ou tu vas pas aller sur les réseaux sociaux ou sur YouTube mater plein de vidéos toute la journée. Comment tu gardes cette motivation et comment tu acquiers cette rigueur pour continuer à créer du contenu ? Ouais. Alors pour moi, la difficulté, c'est plus la concentration que la motivation. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus motivé de me lever le matin quand je sais que je vais bosser pour moi que quand je sais que je vais devoir bosser pour un patron. Donc moi j'ai toujours été motivé par ça. Quand t'aimes ça, tu vois, t'as une sorte d'excitation naturelle. Je sais pas toi, mais je sais pas, moi là j'ai envie de me remettre aux vidéos YouTube, j'y pense toute la journée. Genre hier soir j'ai pas dormi j'ai dû m'endormir à 2h ou 3h du mat parce que j'avais ça qui tournait en boucle dans la journée, plein d'idées qui se bousculaient. Et je pense que beaucoup de créateurs de contenu passionnés sont comme ça. Et donc le problème souvent c'est pas la motivation, souvent ils ont envie de faire plein de trucs. Le problème, c'est l'exécution. C'est comment je fais pour me poser à une table et trouver des idées, le faire, etc. Et ça, alors moi j'ai une méthode qui simplifie tout, c'est de simplifier le démarrage. Souvent, ce qui est le plus dur, c'est le démarrage. Par exemple, tu veux faire une vidéo, il faut que tu trouves une idée, il faut que tu fasses un plan. Ensuite, il faut que tu mettes en place ton setup. Donc parfois, tu vas sortir la caméra, les micros, les machins, tout mettre en place. Et en fait, rien que de penser à tout ça, tu vas dire, allez, je vais sur YouTube, ce sera plus rapide, je me détends un peu, et puis en fait, tu fais pas. Alors que si t'as je sais pas, par exemple, si t'as un petit studio où t'as juste à appuyer sur un bouton et hop, ça filme. Tout est déjà en place. C'est plus simple. Ou si tu fais des mails et t'as juste, moi, ce que je fais, c'est que je vais au café, tu vois. Je vais au café en bas de chez moi, je me prends un café, un jus, un machin. Je vais pas rester là à rien foutre. Bon bah c'est bon, je suis là, j'ai mon plan, j'ai plus qu'à bosser, enfin j'ai plus qu'à commencer à bosser. Tu peux te faire des plans de contenu aussi que tu as toujours à l'avance, que tu n'as plus qu'à compléter. Une technique aussi toute simple que moi j'utilise, c'est par exemple quand j'écris un mail, j'essaie de prendre l'habitude, à chaque fois que j'ai terminé mon mail, de trouver l'idée du mail du lendemain. Parce que le plus gros blocage souvent, c'est trouver l'idée du contenu. Donc si tu as déjà l'idée à l'avance, tu n'as plus qu'à exécuter. Donc c'est plus simple aussi. Donc ça peut être un truc tout simple, mais par exemple quand tu as terminé la tâche du jour, commencer la tâche du lendemain, juste la première étape. C'est pas très difficile parce que tu es encore dans l'énergie de la tâche, donc tu n'as pas réactivé ton cerveau.
Et le lendemain, tu vas t'y mettre, tu auras déjà fait le démarrage, donc tu n'auras plus qu'à avancer si tu veux. Ok, tout déroule facilement si tu le prépares. Ouais, c'est ça. Okay. Moi, je suis un ayatollah de la simplicité. Je pense que plus tu travailles simplement, plus tu peux en faire, plus tu peux avoir de résultats, plus c'est facile et plus tu arrives à te concentrer. Je pense que c'est pas vraiment une histoire de motivation, c'est plus une histoire de structure, de système si tu veux. Ok. Est-ce que tu as des livres ou des créateurs qui t'inspirent, que tu peux conseiller aux gens qui nous écoutent ? En termes de vidéos, moi j'ai beaucoup été inspiré par un vlogueur américain qui s'appelle Casey Neistat. Ouais. Il faudra l'écrire quelque part en description parce que les gens à chaque fois ne savent pas. Casey Neistat qui a inventé un format, qui a inventé beaucoup de choses en fait. C'est vraiment un inventeur. Et beaucoup de gens sont inspirés de lui et l'ont copié, moi y compris. Et bon, maintenant il fait plus trop de vidéos, mais vraiment ce qu'il a fait quand il habitait à New York avec ses petites vidéos, ses vlogs, etc., c'est vraiment extraordinaire en termes de storytelling, en termes d'univers. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a construit un univers, tu vois. Il se contente pas simplement de parler de sujets, il a son petit studio où chaque petite chose est rangée à sa place, il a ses grands principes, ses grands trucs, ses vidéos sont profondes. Donc moi, j'aime bien ce genre de créateur. Ensuite, dans les bouquins, je sais pas tellement ce que je pourrais dire dans les bouquins. D'ailleurs, en parlant de bouquins, du coup, le temps, si jamais tu veux réfléchir pendant ce temps-là, tu es plus du genre à lire vraiment un livre physique, ou plutôt être sur une Kindle ou sur un iPad pour lire, ou alors, encore différemment, écouter des livres audio. Je suis un peu tout. Okay. J'ai des livres papier. Ouais. En vrai, ce que je préfère, c'est lire sur iPhone ou lire sur Kindle. Ok. Sur iPhone, c'est avec le petit écran. J'ai pris le grand là, j'ai pris le max là, et pour lire, c'est vraiment bien. Okay. T'as assez de place. Le problème, c'est les distractions évidemment. Faut te mettre en mode avion, faut te couper tout le reste. Mais bon, dans mon optique de minimalisme, j'aime bien avoir encore une fois des appareils qui font plusieurs choses, donc je me sens mieux quand je lis sur iPhone. Et l'avantage aussi, c'est que tu peux prendre des notes assez facilement. Tu peux avoir une app de prise de notes ouverte à côté, et donc swiper simplement du livre à l'app de prise de notes, prendre des notes en même temps. Et quand tu lis des livres de non-fiction pour apprendre des choses, c'est quand même une aide. Maintenant, les livres papier, c'est sympa aussi, évidemment, le papier, le grain, le machin, la bibliothèque surtout que tu as chez toi avec tous ces bouquins. C'est quand même un plus. Ça marche. Est-ce que tu as des projets futurs par rapport à la création de contenu ? Est-ce que tu te vois encore créer longtemps des formations ? Est-ce que c'est vraiment le truc qui est... Donc pour l'instant, c'est ton cœur de métier, on va dire, mais est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres choses qui arrivent ou pas ? Moi, je considère que je fais le meilleur métier du monde. Ok. Donc, une bonne chose. Ouais, c'est bien parce que t'es heureux du coup, tu te lèves le matin, t'es content, t'es jaloux de personne. Je suis vraiment jaloux de personne, même les mecs 10 fois plus riches que moi, je suis absolument pas jaloux. Parce que je considère vraiment que je fais un métier extraordinaire qui correspond parfaitement à mes besoins de liberté, de confort, de voyage, etc. Enfin, ça m'apporte tout ce que j'aime et puis de passion. Donc je suis pas jaloux. Par contre, j'ai pas envie de changer. Surtout que la vente de formation, peu de gens vraiment s'en rendent compte, mais la vente de formation, c'est vraiment un grand secret. Qui permet de gagner extrêmement bien sa vie avec une petite audience. On parlait de Jean Rivière tout à l'heure, allez voir ce nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube, vous allez rigoler, vous n'allez pas croire ce gars-là, enfin si vous connaissiez le chiffre d'affaires de ce gars-là, les gens n'y croiraient pas en fait, parce que ça paraît très improbable quand on connaît le chiffre d'affaires moyen des youtubeurs par rapport au nombre de vues, etc. Et la formation, ça permet, enfin voilà, moi je connais des gens qui gagnent très très bien leur vie avec la formation, qui font moins de 400 vues par vidéo. Donc on a vraiment c'est quand même assez incroyable. Quand on sait en faire et quand on aime bien en faire, c'est un business model qui est très difficile de remplacer parce qu'il y a peu de business models qui permettent de créer de la valeur et de la richesse aussi facilement que la vente de formation. C'est pour ça que c'est mon créneau. Maintenant, sur les sujets, moi j'adore la diversité, j'adore parler d'autres choses, j'adore tester différents formats. Enfin, sur les contenus, j'ai fait plein de formats, j'ai fait des articles de blog, des emails, des vidéos, des podcasts, des lives, etc. Donc moi j'aime bien tester tous les formats. Peut-être que dans le futur, il y aura de nouveaux formats qui vont apparaître. Moi je suis un enthousiaste de toutes les nouvelles plateformes, donc je vais les tester. Et puis, j'aimerais bien là en ce moment me remettre sur YouTube et refaire de la vidéo, de la bonne vidéo, où je raconte des belles choses. J'aime bien aussi le fait de raconter une belle histoire. Pour moi, c'est un truc qui est très important. Et je pense que c'est sous-estimé aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens sur YouTube essaient de donner des conseils ou essaient de partager des trucs, mais ils vont pas forcément raconter ce qu'ils sont en train de faire et quel est leur objectif, et quelles sont leurs difficultés, et quels sont leurs échecs, et quels sont leurs succès. En fait, le fait de faire ça, ça crée quelque chose de magique qui est l'inspiration. L'inspiration, c'est quoi ? C'est un type ou une nana normale qui vit des aventures extraordinaires. C'est ça la définition de quelqu'un d'inspirant. Quelqu'un qui naît beau, intelligent, qui est d'une famille riche, c'est pas une histoire inspirante. Mais un mec qui naît dans un quartier pourri, avec un physique de merde, avec que des emmerdes qui lui arrivent, et qui arrive à monter, je sais pas, un Facebook ou un Google, ça, c'est des histoires inspirantes. Donc je pense que
on gagne toujours à partager ces histoires-là, à partager ce pourquoi on fait ça, à faire du méta en fait, pas seulement à parler de notre sujet, mais aller plus loin, à expliquer qu'est-ce que nous on fait là, pourquoi est-ce qu'on fait ça. Moi je sais qu'une grosse partie de mon succès en tout cas dans la vente de formation et YouTube et de mon audience vient vraiment de ce côté, les gens ont vu un gamin de 17 ans se lancer avec beaucoup de frustration et plein de rêves, galérer, faire des tas de vidéos toutes pourries, et puis au bout d'un moment ça a commencé, tu vois, il commence à prendre son envol quoi. Ouais. Un peu comme le vilain petit canard qui au début est rejeté par tout le monde puis qui finalement commence à prendre son envol. Ça c'est inspirant, et donc je pense que c'est peut-être sous-estimé. Moi je vais essayer de le faire davantage, et j'invite vraiment les gens qui ont voilà, qui font du contenu à le faire davantage, à parler d'eux, parler de leur objectif, parler de leur histoire et parler de leur mission. Ok. Je pensais à une dernière question. On est pris au sérieux quand on est jeune, qu'on lance des formations, qu'on parle, qu'on donne son avis comme ça en ligne, que ce soit en vidéo ou ailleurs d'ailleurs, mais tu as reçu des critiques assez, on va dire, virulentes au départ. Comment on réagit à ça ? Ouais, alors évidemment, j'ai reçu beaucoup de critiques, surtout qu'au départ, tu vois, faut voir, t'as un gamin de 17 ans, ouais. T'as l'impression de tout connaître sur tout. Moi, j'étais très arrogant dans mes premières vidéos. Quand je les regarde, je me déteste. Et je suis beaucoup assagi avec le temps. Et je comprends, en fait, les insultes que m'envoyaient les gens. Et genre, moi-même, j'aurais envie de m'en envoyer quand je regarde ces vidéos, tu vois. Donc ouais, je m'en suis pris plein la gueule, évidemment. Enfin, il y en a, c'est pire que moi, bien sûr. Mais ça fait partie du game, si tu veux. T'as tellement d'avantages quand tu fais ce boulot-là, je pense qu'il faut accepter les inconvénients qui vont avec. Ouais. C'est quoi la première partie de ta question ? Quand on démarre et qu'on est jeune, ouais. on doit... Ah oui, pour la crédibilité. Doit, ça, c'est intéressant aussi. Moi, j'ai été surpris de voir que ma première formation, que j'ai vendue à 18 ans, c'était une formation, tu vois, sur un sujet que je connaissais pas bien. J'étais pas à l'aise, la page de vente ressemblait à un gros truc d'escroc. J'ai des mecs de 40 ans qui ont acheté ma formation, tu vois, des professionnels de 40 ans qui ont acheté ma formation. Je me suis dit, mais ils sont fous, pourquoi ils me font confiance, genre... Et en fait, je me suis aperçu qu'évidemment, tout le monde... Il y a des gens qui pensent qu'un petit jeune n'a rien à apporter. Et ces gens-là, ils ne seront jamais clients chez toi, et c'est pas très grave. Mais une grosse partie de mes clients, aujourd'hui, ont 30 ans, 40 ans, c'est des professionnels, des entrepreneurs, ou des salariés, des gens qui ont envie de se reconvertir, et qui se disent, lui, c'est un petit jeune, il connaît bien ce milieu-là, il a fait ses premiers pas là-dessus, peut-être qu'il a quelque chose à m'apporter. Et je pense que en fait, tes preuves, tu les fais dans tes contenus. C'est-à-dire que si tu arrives à faire en sorte que les gens découvrent des trucs dans tes contenus, qu'ils en sortent d'effet en disant « Waouh, putain, il m'a débloqué un truc », ensuite, ils vont te faire confiance. Mais ça se fait vraiment par le contenu. On peut évidemment utiliser des stratégies marketing pour prouver sa différence, pour prouver sa valeur, utiliser des témoignages clients, utiliser la preuve d'autorité en disant voilà, un tel a suivi mes formations ou un tel me recommande, etc. On peut utiliser ses diplômes, on peut utiliser plein d'outils marketing, mais on peut simplement utiliser aussi ses conseils en fait. Si tu donnes des bons conseils, si tu es inspirant en fait, si les gens se disent wow, j'ai appris des trucs avec lui, en fait, ta différence disparaît. Et il y a plein d'exemples de créateurs de contenu qui sont pas charismatiques, qui disent plein de conneries, mais qui ont une aura exceptionnelle parce qu'ils sont fascinants. Ok. Merci Antoine pour tous ces conseils et ton expérience. Je laisserai bien évidemment tes liens en description, et je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne YouTube d'Antoine parce qu'apparemment il va reprendre les vidéos sérieusement, donc vous passerez de ma part. Je rappelle aussi que tu as un mail que tu envoies tous les jours, donc si l'entrepreneuriat vous intéresse, que vous voulez plein de conseils hyper utiles, je vous invite à vous abonner. Comment on dit, on s'abonne, on fait quoi ? On rejoint, c'est les mails privés, j'appelle ça les mails privés. Okay. C'est le terme marketing, mais voilà. C'est juste une rejoignez les mails privés d'Antoine alors. Voilà. Et puis il y a également des podcasts, alors ils sont un petit peu moins actifs en ce moment. Il y a Déchaîné et Unlockable, si je me souviens bien. Le Unlockable est terminé, mais c'est toujours en ligne. Tu l'as arrêté ? Ouais, j'ai arrêté. Ok, ça marche. Bon, allez écouter ceux qui sont déjà en ligne en tout cas. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez me donner votre avis et donner une note sur les différentes plateformes de podcast. En attendant, et pour être au courant de tous les prochains épisodes, je vous propose de vous abonner. Encore merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Florian et je vous dis à très vite dans votre poche.